Non, ils ont un sourcing que tu n'auras jamais. Ils ont levé plus de 50 millions, je crois, sur le premier fonds. Aujourd'hui, c'est plus d'1 milliard d'euros. Donc, évidemment, ce que veut l'investisseur, c'est du rendement. On a quand même 7000 personnes qui ont rejoint Blox. On ne l'a pas officialisé, mais je crois que c'est le moment. Lorraine Danet, bonjour, bienvenue dans Blindé. Bonjour Lorraine. Hello à tous les deux, merci de me recevoir. Trop cool de t'avoir avec nous. Tu nous as d'ailleurs recommandé cet endroit, donc pour ceux qui reconnaissent un petit peu le studio. Je me sens comme à la maison, exactement. Voilà. Lorraine est à la maison, elle a un super podcast qui s'appelle Capital Imo, c'est ça? Exactement, donc, je viens de lancer. Ok, très cool. Donc ceux qui veulent suivre Lorraine aussi, de l'autre côté du micro en intervieweuse, vous pourrez le faire sur Capital Imo. Mais là aujourd'hui, tu es là avec ta casquette d'entrepreneur. On va essayer de comprendre ce qui t'anime, ce qui t'a amené à lancer aussi ton tout nouveau projet que tu viens d'annoncer, qui s'appelle Capi. D'accord. .club. Capi.club. Ok, ça me rappelle quelque chose, Capi.club. On va en parler. On y reviendra. Mais donc l'objectif, ça va être que tu nous présentes Capi évidemment, mais aussi comprendre ton itinéraire, parce que tu as fait pas mal de choses en lien avec la finance et aussi avec l'entrepreneuriat. Donc peut-être, est-ce que Lucas, tu t'as préparé une intro pour Lorraine ou... J'ai fait des recherches là juste avant d'arriver. Okay. Donc ouais, Capi, mais devoirs. Ouais, okay. Rigoureusement. C'est bien parce que Capi. comme ça tu vas pitcher avant moi, c'est parfait. Ah ouais. C'est ça. On va voir. Du coup, ouais, Capi, mais c'est vrai qu'il y a eu d'autres jalons qui sont intéressants avant. Bon, l'idée, ça va pas être de refaire ta biographie, mais du coup, en bref, t'as commencé avec une licence de droit à SAS et fini les études à Paris-Dauphine pour un master finance banque privée. Tu commences chez Natixis où tu restes pendant presque 4 ans avant de faire le virage dans l'entrepreneuriat. Donc, on va essayer d'analyser un peu cette période-là aussi. D'abord avec Woomise, solution de mise en relation de futurs colocataires que tu as lancé avec un ami. Plus récemment avec Blox, qui a fait pas mal de bruit, et encore plus récemment avec Capi. Et juste avant de te laisser rebondir, je voulais te poser une question, parce que c'est le genre de truc qui m'intéresse, les marques, l'origine des marques. J'ai fait la recherche sur Capi, donc Blox, on voit à peu près en s'imaginant le lien avec l'immobilier. Ouais. Capi, j'ai vu qu'il y avait un mot turc, Capi, qui veut dire porte. Est-ce qu'il y a un lien avec ça, l'immobilier, le projet et tout, ou pas du tout? Non. Super. J'ai découvert aussi, mais écoute, non, Capi, c'était plutôt en lien avec Capital, et on voulait quelque chose d'un peu moderne, assez court, un mot facile à retenir, et le K en finance, c'est le symbole de Capital. Donc, c'est dit pour une solution d'investissement immobilier. Je te rassure, je relis pas ce qu'il écrit avant, hein, je lui laisse... Voilà, écoute, c'est un peu... on avait pas mal d'idées, mais on est tombé, on trouvait que ça sonnait bien, qu'il y avait du lien et du sens, donc... Bah ouais, il y a du lien avec l'IMO en plus, donc... Et du coup, indépendamment des références turques nombreuses, non, j'ai pas d'origine turque. Non, je me suis pas réveillée avec une révélation. Mais donc, raconte-nous un peu du coup ton parcours. Qu'est-ce qui t'a amené vers la finance déjà au départ et à l'investissement? Qu'est-ce qui t'a plu là-dedans? Comment tu t'es retrouvée dans ces secteurs déjà en tant qu'étudiante et puis après professionnellement? Alors étudiante, moi je partais un peu dans différentes directions dans ma tête, dans le sens où je suis plutôt littéraire, paradoxalement, que financière, mais je suis quand même finalement retombée sur mes pieds en allant vers le monde de la gestion de patrimoine. C'est-à-dire que j'ai commencé, je voulais pas commencer en Hippocagne parce que étant littéraire, je voulais faire du journalisme, d'où le podcast maintenant. Donc il y a des trucs qui s'expliquent, mais c'était quand même des filières assez bouchées. Je me suis dirigée vers Dauphine après ma licence de droit. Je voulais un peu par défaut. Pas une grosse vocation, j'ai l'impression au départ. Non, j'étais pas passionnée par le fait de passer mon barreau, ni par les métiers de la magistrature. Donc, j'ai essayé de trouver des masters qui me correspondaient un peu. Et en ligne de mire, j'avais le master de Dauphine, gestion de patrimoine, qui mêlait à la fois des matières juridiques que je maîtrisais quand même plutôt bien, de la fiscalité et des chiffres. Donc, je trouvais que c'était assez... généraliste comme formation et en même temps spécialisant. Enfin, il y avait quand même des débouchés de métiers qui m'intéressaient bien. C'est pas galère du coup de faire la passerelle entre du droit et de la finance? Ah si, j'ai pleuré pas quelques fois sur des cours de mathématiques quand j'ai commencé Dauphine. Honnêtement, Et même pour la mise à rentrer, niveau était très difficile. Ouais. Pour y rentrer, comment tu justifies? J'ai fait les concours. En fait, tu passes sur dossier, ensuite tu passes des oraux. Et j'avoue que c'était un peu un hold-up. Il en faut, c'est bien. Il en faut de temps en temps, et j'étais moi-même assez étonnée de passer cette passerelle-là. Et puis après, je suis arrivée, effectivement, toutes les matières financières, j'ai pris les cours à côté, et j'ai eu des très bons amis de promo, notamment Axel, si tu m'écoutes,
qui m'a remis à niveau et qui m'a beaucoup aidé parce que effectivement le niveau de maths, ayant fait ES en plus. Et surtout, Dauphine n'est pas réputé comme pas dur en maths, quoi. Voilà, donc c'est dire que le premier cours de l'année, le lundi, c'est un lundi, 3 heures de maths financière. J'ai rendu copie blanche parce que c'était tu vois, l'évaluation de niveau, et je me suis vraiment littéralement mise à pleurer devant ma feuille en me disant j'y arriverai jamais. Au moins t'avais une idée claire du point de départ, quoi. Voilà, le point de départ, c'est ça. Donc, ok, compris. Et puis finalement, bon, écoute, j'ai continué, je me suis accrochée, j'ai eu mes examens, et puis mon master, et l'année de master 2, je l'ai fait en alternance. Et je suis arrivée en alternance justement à ce moment-là chez Natixis qui s'appelait Banque Privée 1818 à l'époque. Ok, ah oui. Dans le service donc de gestion de fortune. Donc gestion de fortune, c'est à partir de quel niveau de... Alors, on est plutôt sur des tickets d'entrée à autour de 3 millions d'euros. Ok. 3 millions d'euros placés. Hein. Placés, ouais, exactement. Après, le ticket d'entrée en banque privée, c'est plutôt 1 million d'euros d'encours à placer. Mais voilà, ça va il y a des grands comptes à plusieurs dizaines de millions, voire centaines de millions d'euros. Donc, effectivement, c'est une clientèle. Moi, j'avais un scope qui était plutôt lié. Alors, Natixis, c'est assez gros. C'est le groupe BPCE, donc il y a le côté banque populaire, caisse d'épargne, qui travaille aussi en lien avec des banquiers privés. Donc il y a des scopes spécifiques géographiques, etc. Mais la majorité de mes clients étaient quand même des entrepreneurs et on les accompagnait principalement dans les opérations de cession, tu vois. Donc tu as toute cette approche patrimoniale en amont de la cession. Le placement des fonds, la gestion financière derrière. Et donc moi je travaillais en duo avec un banquier senior qui était directeur de la gestion de fortune, qui s'appelle Pierre-Emmanuel. D'accord. Et qui m'a beaucoup formée à ce moment-là et qui m'a recrutée suite à l'alternance. Et qu'est-ce qui t'a plu, du coup? Qu'est-ce qui t'a donné envie de continuer après cette alternance? Qu'est-ce qui t'a intéressé? Parce que jusque-là, je comprends comment tu t'es retrouvé dans la gestion de patrimoine, dans la finance, mais à quel moment ça commence à t'intéresser, en fait? Écoute, moi, ce que j'aimais beaucoup, c'est la relation humaine avec les clients et surtout les histoires de mes clients, tu vois, d'entrepreneurs, parce que j'avais toujours ce truc de me dire, ok, à un moment donné, je vais monter une boîte ou je vais j'avais quand même une appétence très forte ayant une famille, une culture familiale, je dirais, d'indépendance, parce que mon père, pareil, il a commencé sa vie dans le notariat, il a quitté le notariat pour monter sa première société dans l'immobilier, donc tu vois, on retrouve un peu des similitudes. Et ma mère est profession libérale, donc il y a pas vraiment cette culture, tu vois, de gravir des échelons dans une société. T'adorais pas la cantine du -1, quoi. Non, c'était pas trop mon état d'esprit, si tu veux. Okay. Donc oui, le monde de la banque, je me suis quelque part dit, ce sera une bonne première marche pour la suite. Je savais pas comment ni quoi, mais je savais que je ferais pas une carrière de 10-20 ans en banque. Donc soit j'allais monter ma boîte, soit... Donc en fait, c'était ton premier pas près des gens auxquels t'aspirais finalement. C'est ça que... Bah écoute, ouais, c'était pas forcément conscient quand à l'époque, tu vois, je me suis retrouvée là, je me suis juste dit... faut faire un métier. Voilà, faut faire un métier. Tu sais, tu grandis moi j'ai grandi dans un milieu où, tu vois, tu fais c'est un peu protégé quand même, tu vois, j'ai eu la chance... T'as grandi où? T'as grandi à Paris? Ouais, j'ai grandi à Neuilly. Okay. Donc tu vois, école privée, tu fais des études, enfin, tu vois, c'est un peu le truc tout tracé. Et à un moment donné, tu te dis... Est-ce que c'est vraiment le sens de ma vie de continuer sur cette route toute tracée et de cocher les cases, d'être là où on m'attend toujours, tu vois? Et en fait, c'est là où j'ai commencé un peu à avoir vraiment cette petite flamme en moi de me dire ok, non, il faut que je fasse quelque chose. T'as eu un moment spécial ou c'est vraiment progressif? Bah, je l'ai toujours eu en moi. Après, tu le disais, est-ce que tu le verbalisais? Est-ce que tu disais un jour je vais faire ça? Ouais, je me suis toujours dit un jour. Mais est-ce que tu le disais aux autres? Pas à la banque. Non, mais à tes amis. Est-ce que tes amis, est-ce que c'est quelque chose qui était, tu vois... Je pense que oui, je le disais à mes amis, à ma famille. Après, je savais, j'ai toujours dit, le jour où j'ai la bonne idée, je m'en vais. Et en fait, la bonne idée, entre guillemets, elle m'est tombée dessus, à un moment auquel je m'attendais pas du tout. Et c'était un peu comme une évidence de quitter mon job. C'était quand ça? C'était en 2017. Ok. Et donc là, t'es banquière. Là, je suis banquière et d'ailleurs, je me posais la question et ça m'avait
absolument passionnée. Enfin, l'année 2017 et 2016, j'ai été très occupée par un dossier d'un client qui s'appelle Jérôme, que tu vas voir tout à l'heure, qui est le fondateur de IAD, qui est réseau leader de mandataires immobiliers en France et un peu partout aussi en Europe. Et je me suis beaucoup occupée de son dossier. Un été notamment, c'était une opération de grosse levée, pas sa dernière levée de fonds, où ils sont passés licorne, mais la levée de fonds d'avant. Et on a passé l'été sur le dossier, à préparer... Parce qu'il y avait du cash out, c'est ça? Exactement. Ouais. Et donc, à ce moment-là, on a accompagné... C'est le cash out, Lucas? Non, je veux bien qu'on explique. Le cash out, c'est quand tu vends une partie de quand t'es un entrepreneur et que t'as X% de capital et que tu vas vendre une partie de tes parts à un fonds ou un financier qui va te racheter tes parts. Et donc, toi, tu vas sortir du cash contre des actions de ta boîte. D'accord. Ça m'intéresse, ouais. Alors, et donc, effectivement, à un certain moment, soit il y a des levées de fonds qui se font sans cash out au début de la vie d'un entrepreneur parce que tu restes complètement engagé à 100% dans ta société jusqu'au jour où ta société elle est suffisamment mature, elle gagne suffisamment de cash et là tu peux aussi te dérisquer toi en tant qu'entrepreneur et rester à bord mais tout en sortant une partie de liquidité, ce qui n'empêche pas de continuer à développer ta société, quoi, ce qui a fait Jérôme. D'accord. Voilà. Et donc, et c'était un dossier qui m'a beaucoup marqué, un client qui m'a énormément marqué, qui m'a beaucoup inspiré. Et je sais pas, il y a eu une petite part de moi où je me disais, je suis pas du bon côté de la barrière, tu vois, quand, je vois très bien, je me disais, j'étais là, je vais faire des propals d'organisation patrimoniale, des propals de, gestion financière et puis en même temps je me disais ok, c'est sympa ce que je fais mais quand je vois ouais aussi mais quand je vois les étoiles tu vois dans les yeux de Jérôme quand il me raconte les débuts de son aventure et il vibre tu vois quand il raconte ça parce qu'il a créé il y a des zéros, aujourd'hui c'est plus d'1 milliard d'euros, donc tu regardes les chiffres mais en fait derrière ça t'as une aventure de 11 ans 12 ans avec des associés, une boîte qu'ils ont construit dans un garage quoi, tu vois, vraiment en partant de rien. Et qu'ils ont amené avec plusieurs dizaines, là il y a plus de 12 000 ou 15 000 mandataires dans le réseau IAD aujourd'hui. Donc c'est colossal, et quand il te raconte ça avec les étoiles dans ses yeux, et que toi t'as 25 ans, et que après tu retournes à ton bureau et que tu dois faire tu vas faire des propositions de suivi, de gestion financière, etc. Tu te dis non, il y a un truc. C'est pas l'aventure quoi. Ouais, moi j'ai en tout cas pas moi, pas la mienne. Et donc j'avais vraiment cette envie-là d'aventure. Et le déclic se passe en 2017 du coup. Ouais. Le déclic se passe exactement en 2017, à un moment où une de mes amies était un peu en difficulté et donc elle dormait, on dormait ensemble en coloc et la coloc se passait pas très bien et c'est pour la petite anecdote. On avait des rythmes de vie très différents, etc. Et en fait, en parlant un soir avec mon meilleur ami Alex, qui lui était chez Criteo à l'époque, dans le monde digital et qui est très entrepreneur dans l'âme. Donc, lui, il avait son carnet d'idées. Tu vois, tu me demandais tout à l'heure, est-ce que tu en parlais avec tes copains? Oui, Alex, toutes les semaines, il avait des nouvelles idées avec son carnet et puis on échangeait, on se prenait des verres et puis il me parlait de ses idées, on se challengeait là-dessus. Et un jour, je lui dis, viens prendre un verre à la maison. Ma coloc, là, j'en ai un peu marre, elle est pas là, mais voilà. Et puis, il me dit, à un moment donné, moi, j'ai vécu beaucoup en coloc, à l'étranger, étudiant, tu sais, tu galères toujours en logement, pour trouver tes logements. Et dans mon petit carnet d'idées, j'en avais une, c'était le Tinder de la coloc. Et là, je tilde dessus, je me dis, mais ok, je sais que c'est déjà galère de trouver un appart à plusieurs, mais quand tu dois en plus trouver des gens avec qui bien t'entendre et des gens que tu connais pas, c'est super galère, quoi. Il y a rien, aucun outil qui existe sur le marché qui te permette de combiner à la fois les rencontres et... Faut évaluer le fit et la solvabilité de la personne en même temps. Ça fait beaucoup de critères, mais ouais, écoute, on a essayé de s'attaquer à ce problème-là, du coup. Donc tout de suite, dès qu'il t'en parle, ça clique. Écoute, parce que du coup, toutes les semaines, il te parle d'idées. Je crois que c'était un peu l'idée, tu vois, je savais qu'il me fallait une idée qui me ferait un déclic, et c'était celle-là, et j'étais en train de le vivre, ce problème-là, en live, quoi. Ça faisait des semaines, des mois même que ça durait. Et je me dis, ok, le Tinder de la coloc, mais si ça existe pas, c'est une idée de génie. Donc on a passé des nuits entières à regarder ce qu'il y avait aux États-Unis, etc. Et à vraiment,
vois, s'imprégner de l'idée et à se dire... Il y avait des trucs aux États-Unis qui ressemblaient à ça? Pas avec ce côté de matching réellement, tu vois. Il y avait des outils un peu plus avancés que chez nous, c'était les pages jaunes. Enfin, tu vois, tu regardes sur Internet, c'est les pages jaunes digitales, quoi. Tu te dis, bon, c'est encore très t'as des catalogues et des catalogues d'annonces, tu dois postuler, ton dossier, il est jamais accepté. Enfin, et en plus, tu dois trouver des colocs qui sont à peu près dans les mêmes critères que toi, etc. Donc, c'est très, très compliqué. Et donc, nous, notre idée, c'était de créer une application qui combinait à la fois du matching, comme sur une application de rencontre, et la recherche d'appartements, mais en facilitant tout le process jusqu'à la signature du bail, etc. Okay. Donc, sur le papier, une bonne idée qui répond à un grand problème de beaucoup de gens. Et puis, dans les faits, après, ça a été une aventure. Voilà, on s'est lancé fin 2017. Ok, donc l'année même où vous avez l'idée, et donc vous démissionnez l'un et l'autre de vos tafs respectifs. Moi, enfin, pas tout de suite, non. On a travaillé 2-3 mois. Ouais. Mais c'est courageux déjà. En parallèle. Parce que t'as quel âge à ce moment-là? 27 ans, 26 ans? 26, ouais. Ouais. Faut assumer son choix, quoi. Donc c'est courageux. Ouais, je sais pas si tu t'en rends compte sur le moment. Moi, j'étais tellement à fond dans je sais pas, quand tu le sens, moi, je fais assez confiance à mon intuition quand même. Et là, plus jeune, etc., tu te dis, en fait, si je le fais pas maintenant, je vais le regretter, ça c'est clair et net. Et quand tu te lèves le matin et que tu vis dans ton projet, que tu te dis, ok, j'arrive en réunion le matin, marché financier, je suis plus dedans, tu vois. Genre déjà dans ma tête, j'étais plus dedans. T'attendais peut-être que ça. Enfin, t'as même pas eu besoin du coup d'être motivé par ton associé. C'était vraiment genre. Ouais, c'est moi qui j'ai vachement motivé. Ah ouais, c'était Alex, je l'ai chauffé. Lui, il était chaud, mais il avait quand même en plus une proposition de job à Londres. Il devait partir vivre à Londres, etc. Okay, ouais. Et donc, je lui dis, écoute, viens, on se pose réellement. On s'est séparé un peu des tâches, etc. On a avancé sur le projet. Et puis, on a eu un petit plan, tu vois. Et après, on s'est tapé dans la main. On s'est dit assez rapidement, moi, je démissionne. Toi, tu prends pas ton job à Londres et puis on se lance. Et c'est vrai que tout de suite, on s'est intéressé au monde des incubateurs, en fait, parce que on connaissait rien, ni l'un ni l'autre. Et on a eu la chance d'être incubé à Dauphine, tu vois, là où j'avais fait mes études. Et ça nous a beaucoup aidé au début, parce qu'en fait, dans le programme Alumni, du coup. On était dans le programme d'incubation. Tu sais, t'as un incubateur. On l'a fait nous aussi. Ah Dauphine. Ouais. Ok. Donc nous, on a été dans les. Tu vois, t'avais Cécile Bulle déjà. Non, il y avait Cécile et Estelle Basquin. Ok, ouais, on l'a croisé. Okay. Voilà, qu'on embrasse s'ils nous écoutent. Ouais. Mais donc ça a été une aventure de dingue. Et en fait, très rapidement, j'ai annoncé à Pierre-Emmanuel. Et d'ailleurs, ce qui est assez drôle, c'est que. Attends, pour ceux qui nous écoutent, juste, ça veut dire quoi se lancer, quoi? À quel moment tu sors un site? À quel moment il y a une proposition commerciale? À quel moment tu développes le truc? Enfin. Ouais. Parce que l'entrepreneuriat, ça peut être beaucoup de travail dans l'air. En l'air, bien sûr. Surtout quand tu connais rien et que tous les sujets, tu dois te former dessus, en fait. Ouais. Genre, il n'y a pas un sujet à part peut-être, parce que j'avais des notions de droit, la création légale de la boîte, tu vois. Ce qui vaut aujourd'hui 150 €, excuse-moi. Tu peux faire sur Legal Start, parce qu'à l'époque, tu sais pas, tu sais. Donc, tous les trucs, on était là. Moi, en plus, je suis très bonne élève, tu vois, donc je me dis, je vais faire avec un avocat, etc. Mais bon, enfin. Bref. Et donc, on quitte nos jobs, on se lance avec Alex qui crée les maquettes de l'application, qui essaye d'apprendre à coder. C'est une application mobile, au départ, ouais. Okay. Ouais, on s'est dit, ok, on n'a rien sur le téléphone aujourd'hui. Il y a beaucoup d'étudiants qui voyagent un peu partout, donc le but c'était assez rapidement d'avoir une plateforme globale. On était tout feu tout flamme, plein d'ambition, donc on s'est dit on va lancer évidemment dans le monde entier très vite et on va faire comme Airbnb. Bah oui. Parce qu'évidemment tu te lances, tu te dis voilà, tu te rends pas compte du tout de ce que ça représente comme travail et comme investissement aussi. Donc on lance, on fait un premier tour de financement. Donc moi j'investis toutes mes économies évidemment de départ de Natixis, etc. Bon, ça suffit pas énormément non plus. L'avantage, c'est que j'avais négocié une rupture conventionnelle. Donc t'avais les 2 ans d'incubation. Voilà, j'avais un petit peu de confort là-dessus. Ouais. Et c'est vrai qu'après, on s'est lancé en 2018 l'application à Paris et à Londres. Donc, nous, on a été assez chaud. On s'est dit, on est incubé à Dauphine, on va être incubé au Google Campus à Londres. Et donc, comme Londres, c'est un peu le marché de la coloc. Il y a quand même 40% du parc locatif qui est en coloc.
Peu importe les âges, etc. Il y a énormément de colocations là-bas. Et donc, on s'est dit, on va apprendre d'un marché mature, on va apporter de l'innovation en France. Et donc, on était un peu entre les deux. C'était un peu, évidemment, une erreur un peu stratégique, mais on est revenu dessus un peu plus tard. Mais si tu veux, donc les 3 premières années, donc 2018, 2019, 2020, on développe à fond la communauté, le produit, beaucoup Ça veut dire quoi, combien de personnes, combien d'utilisateurs? Écoute, à la fin, on avait 350 000 jeunes sur la plateforme, utilisateurs. Ah oui, quand même. On avait 10 000 demandes de location chaque mois, tu vois, donc mais on avait juste 50 000 donc 50 000 bootstrap, logements. donc sans levée de fonds, ça? Si, on a levé des fonds Okay. le long de la route. On a fait plusieurs levées de fonds pré-seed, seed, mais pour un montant d'environ 2 millions d'euros, tu vois, Okay. au global. Et c'est à la fois beaucoup et pas beaucoup, quoi. C'est à la fois beaucoup, mais pour une plateforme B2C, pas beaucoup, effectivement, parce que on a été assez bon, honnêtement, en acquisition, en marketing. On n'a pas dépensé tellement d'argent en marketing, on a dépensé beaucoup d'argent dans la tech qui était à refaire. Tu vois, on avait au début outsourcé, avec une super agence, tu vois, je regrette pas, mais c'est quand même assez lourd. Sauf qu'on n'avait pas de tech chez nous au départ aussi, donc c'était un handicap clairement. Après, on a recruté un associé sur cette partie-là. Mais bon, tu vois, on a fait à peu près toutes les erreurs des entrepreneurs qui se lancent. Et le Covid est passé par là. Ouais, pas idéal pour la coloc. Pas idéal. Au moment où, en plus, tu vois, nous, on s'est lancé sur un marché en B2C, donc du logement étudiant, jeune actif. On s'est dit, on veut pas prendre de fees, de frais sur des gens qui sont déjà en galère de logement. Donc, on va essayer de le faire sur côté propriétaire, mais l'acquisition était très difficile. La concurrence des plateformes gratuites, évidemment, très difficile. Et en fait, on avait... Il n'y avait pas de modèle économique, en fait. On a testé beaucoup de choses, tu vois, les boosts, les machins, etc. Le problème, c'est que c'est des modèles où, en B2C, tu dois faire beaucoup de volume. Ouais. Et surtout, tu dois arriver à convertir. Nous, le problème, c'est que c'est une plateforme de mise en relation. Et quand tu es sur un bail, etc., il faut que, quand tu prends un frais de réservation, il faut que tu puisses traquer la réservation. Et nous, on n'a pas été assez loin dans le funnel technique, tu vois, pour nous permettre d'avoir le nombre exact de réservations et de faire en sorte que les gens ne sortent pas de la plateforme. Okay. Évidemment, Airbnb, aujourd'hui, c'est de la location. Tu le fais parce que c'est une plateforme sécurisée et que tu es loin. Mais quand tu vas louer un appartement à Paris et que tu habites à Paris, tu vas le visiter. Et donc, tu sors de la plateforme, évidemment. Donc, c'est compliqué de loquer un modèle là-dessus. Et on a essayé de pivoter on a pivoté en B2B, enfin B2B2C, le modèle en travaillant avec des résidences étudiantes, des co-living, etc. On a déployé pendant le Covid. Et là, ça a été compliqué. On a eu, honnêtement, on avait signé pas mal de clients, parmi les plus gros d'ailleurs, sur ce marché du co-living, des résidences. Colonies ou des boîtes comme ça. Colonies, Chérise, Résidétude, La Casa, enfin, et pas mal d'autres. Mais c'est vrai que c'est pareil en termes de conversion. C'est des processus qui prennent du temps, qui doivent avoir beaucoup de volume. Et toi, tu captes une toute petite partie, tu vois, de la marge. Parce que tu arrives sur une plateforme. Donc, en fait, ils vont pas te donner déjà que les résidences étudiantes, etc., ils ont des marges qui sont assez faibles sur les locations. En fait, si toi, en moyenne, tu prends 150 ou 200 euros par réservation, tu fais le calcul, pour faire vivre une boîte, c'est compliqué si t'as pas des milliers de réservations par mois pour faire vivre ton modèle, tu vois. Et donc, après Covid, on a eu beaucoup de mal à trouver notre point de rentabilité. On a essayé de faire beaucoup de tests et puis on a raté une levée de fonds. Et tu vois, ça veut dire quoi, rater une levée de fonds? Ça veut dire que vous avez presque réussi, c'est ça que tu veux dire? Non, c'est raté. Ça veut dire qu'on a quand même passé beaucoup de temps sur une levée de fonds en série A où on devait lever. On a été assez loin dans un process et après 6 mois. Jusqu'où vous êtes allé? C'était quoi? Après term sheet, quoi. Après term sheet. Wow. C'est-à-dire? Non, c'est-à-dire qu'ils ont reçu la lettre d'offre. Non, on n'a pas reçu. On était sûr, on avait un accord de principe. Principe. On n'avait pas signé la term sheet, mais les fonds se sont retirés. Voilà. Last minute. T'as eu une raison pour ça?
Bah, problématique de conviction dans le marché, en fait, qui était, si tu veux, le marché PropTech et surtout à l'époque, tu vois, il y a des grosses marketplaces, donc des plateformes de mise en relation dans notre marché, au Portugal, etc. Et tout le monde tirait la langue, tu vois. Post-Covid, il y avait vraiment, même les boîtes qui avaient levé de l'argent, beaucoup d'argent, ils étaient tous en train de resserrer, et plutôt de faire l'inverse que de faire de la croissance, tu vois. Donc, tout l'immobilier pleurait, quoi. Ça a été très, très difficile, hein. Et puis, en fait, tu vois, c'est aussi le moment, ce qu'on a appelé l'hiver VC, où, en fait, les fonds d'investissement ne voulaient entendre parler que de boîtes SaaS qui faisaient du récurrent, truc, et ils ne voulaient plus entendre. Et en fait, ils se sont tous fait peur. Et donc, il y a plus, je crois que, d'ailleurs, c'est impressionnant, je crois qu'il y a eu que 40 deals en 2020, on parle de ça en 2022. En série A, il y a eu vraiment un crash en termes de nombre et de montants levés. Et de thèse aussi, là, c'est effectivement, il y avait zéro B2C, quoi. Ah, zéro B2C. Les fonds ont détesté. C'est un peu triste, parce que c'est quand même fun, quoi. Ouais, c'est fun, et puis c'est utile, quoi. Tu vois, on avait vraiment une stratégie, qui commençait à porter ses fruits. Donc oui, c'est frustrant en tant qu'entrepreneur. Mais bon, on a donc manqué là, de pas mal de choses. Liquidation. On a essayé de sauver les meubles en entamant le process de M&A, donc de vente de la société. Ouais. Parce qu'on avait quand même pas mal de nos concurrents qu'on connaissait bien et des synergies avec eux. Pareil, on a perdu 3 mois et en fait, non, on a dû liquider à la fin. Ouais. La vente s'est pas faite avec un concurrent étranger aussi. On avait été un peu loin dans le process. Et roller coaster, quoi. C'est vraiment le truc, tu sais, tu les enchaînes. Et là, tu te dis, je repars chez Natixis. Non, même pas. Même pas. Pas vacciné. Même pas. Mais ouais, c'est compliqué à vivre. C'était une année très, très, comment ça s'est passé, du coup, avec ton associé, qui était un de tes meilleurs amis ou ton meilleur ami? Ouais. Toujours mon meilleur pote. Bah, bravo pour ça, déjà. Ouais, écoute, ça a été une force quand même. Alors, je dis pas que t'as des moments, quand même, qui sont, intense. Alors moi, je l'ai vécu un peu de l'étranger dans le sens où j'étais beaucoup à Londres à ce moment-là. Okay. On n'avait plus de bureau, on faisait un peu restriction, évidemment. Tu te serres un peu la ceinture, quoi, quand tu sais que ta boîte elle est pas rentable et que t'as pas beaucoup de temps devant toi avant de trouver des solutions. Donc moi, je le vivais de Londres. Donc on se parlait quand même évidemment tous les jours avec l'équipe. Il y a des gens, on a été très transparents avec l'équipe. Certains sont partis. Mais c'était des périodes difficiles, ouais. C'était une équipe de combien, du coup, au moment de la liquidation? Écoute, on était, au moment de la liquidation, 7. Tu vois. Donc, et puis on était monté jusqu'à, 28 personnes, l'été d'avant, quoi, tu vois. Donc ça faisait du monde. Et, sur la partie, tu fais beaucoup d'erreurs, hein, tu sais. Bon, après, c'est des erreurs sans en être, parce que sinon tu fais rien non plus, tu vois, si t'essayes pas, et si, voilà, en fait, c'est ça, c'est des erreurs nécessaires, c'est que si tu testes pas, tu sais pas. Tu sais pas. Donc, voilà, on a fait le maximum avec les armes qu'on avait. Et là, t'as pas été vacciné. Et non. En fait, ce qui est drôle, c'est que tu te dis, 2020, du coup, la fin? 2022. 2020. Ouais. Ah oui. Ah ouais, c'est récent, ouais. Ah ouais, c'est juin 2022. On a liquidé en juin. C'est une aventure quand même de 5 ans, quoi. 5 ans, ouais. Ok. Ouais, 4 ans de développement live, on va dire. Après, il y a quand même eu quelques mois d'avant où tu développes ta plateforme, etc. Mais 4 ans de développement commercial avec 1 an et demi de Covid qui nous a bien cisaillé le... sur ce métier-là, voilà. C'est horrible. On a vraiment perdu, honnêtement, un tempo, quoi. Tu vois, on était sur une dynamique avant Covid qui était quand même très bonne, de traction, etc. Et ça a été très compliqué. Tous les business un peu physiques, immobiliers, c'était horrible, quoi. Tout ça, déjà, nous, le marché était à l'arrêt, puisqu'évidemment, tu peux pas déménager. Mais voilà, le redémarrage, il a été très, très douloureux, quoi. Comment, du coup, explique-nous comment on repart après sur un gros projet comme Blocks à la suite de ça. Écoute, c'est un peu un concours de circonstances, encore une fois. C'est assez drôle parce que sur LinkedIn, moi, je poste pas mal de choses. Je partageais les hauts et les bas de Woomis déjà à l'époque. Et en fait, en partageant des choses de Woomis, ça m'a créé aussi des opportunités de gens qui m'ont contacté via LinkedIn. Et notamment une personne que je connaissais par ailleurs, j'avais rencontré 10 ans avant, mais on se parlait, je l'avais pas vu depuis 10 ans, qui s'appelle Grégory et qui m'envoie un message sur LinkedIn en me disant
mais sans savoir que Woomies allait s'arrêter à l'époque. Hein. Et nous, on était à 1 semaine de la liquidation, tu vois. Donc, il me dit, est-ce qu'on prendrait un café, voilà. Moi, je suis dans l'immobilier commercial, il a une foncière, etc. Et j'ai un projet. Je vais m'associer avec quelqu'un. J'aimerais bien parler à d'autres entrepreneurs pour savoir ce qu'il en est. Et finalement, il me parle de ce projet d'immobilier fractionné, un peu inspiré de Brix, hein, évidemment, qu'on se le dise, qui faisait l'immobilier fractionné à l'époque sur... C'est vrai, tu pouvais investir dans des deals immobiliers avec des structures de deals dont on parlera peut-être après, oui. Différentes, mais à partir d'€1 pour le coup. Donc, ouais, Brix le faisait à partir de 10 € sur du résidentiel, un peu vraiment sur plein de projets. Donc, tu peux acheter un appartement. Alors, en fait, l'idée, c'est d'acheter à plusieurs, à partir de 10 €, des appartements locatifs qui te servent un rendement, etc. Ça, c'est le projet initial de Brix, qui maintenant fait du crowdfunding, donc qui fait de la dette, ou financer des projets. C'est du crowdfunding assez classique, en fait. Assez classique, ouais. Okay. C'est-à-dire que le particulier prête de l'argent à un opérateur immobilier. C'est ce qu'on retrouve sur toutes les plateformes, voilà, Unity, exactement, crowdfunding, etc. Voilà, donc en fait, on n'est pas investisseur, on est créancier. Exactement. Et donc, oui, t'es pas propriétaire du tout, t'as juste un coupon, t'as des obligations, et donc tous les ans, on te verse. Là, en ce moment, c'est de l'ordre de 10% ou 9%, tu vois. Si tout se passe bien, on te verse. Sur des durées assez courtes. Voilà, si tout se passe bien. Si tout se passe bien, parce qu'effectivement, en ce moment, c'est compliqué. Il n'y a pas toutes les opérations qui se débouclent comme prévu. Ouais. Et donc, voilà, Greg, je prends ce café-là, et puis il me parle de ce projet, et je rentre en me disant, tiens, c'est marrant, c'est vraiment le projet que j'aurais aimé lancer, si j'étais pas engagée dans ce truc de Woomies, tu vois, je savais pas du tout. Moi, j'avais même pas réfléchi à la suite à l'époque. Et lui devait s'associer à quelqu'un d'autre. Donc, en fait, ça me traversait pas l'esprit. Et le hasard a quand même bien fait les choses parce que finalement, il s'est pas associé à l'autre personne. Et moi, Woomies s'est arrêté quasiment 3 semaines après. Et il m'a recontacté à ce moment-là pour faire un point et me demander où ça en était. Et je venais de poster un article sur la fin de Woomies. Tu vois, donc les choses se sont un peu enchaînées assez rapidement. Et je me suis dit, bon, tout de suite enchaîné. Ouais. Je me suis dit, je me laisse quand même l'été. On était au mois de juin. C'est quand même un impact assez traumatisant de se retrouver au tribunal de commerce devant des juges. Et là, t'as 5 ans de ta vie où tu captes rien de ce qui se passe et on te dit, ok, la société est passée en liquidation, un coup de tampon, tu sors de là. Fini. Tu sais plus. Voilà, t'es complètement désorienté. Tu vois, genre tu te dis, bon qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Ouais. Et moi, j'ai quand même l'habitude et cette mentalité, tu vois, avec le sport. J'ai fait beaucoup de sport et de compète plus jeune, de me dire, en fait, quand tu tombes, tu te relèves et tu vas, quoi. Okay. Et je me suis dit, je vais pas me laisser abattre. C'est pas la fin du monde. Et pour pas justement tomber dans cette déprime post-Woomies, je me suis dit, il faut que je voie des gens. J'ai posté un truc sur LinkedIn. J'ai eu beaucoup de réactions, beaucoup de potes qui m'ont proposé des entrepreneurs de prendre des cafés. Donc, je me suis dit, tout le mois de juin, je vais me galer un café par jour avec un entrepreneur. Et puis, je vais explorer les idées et je vais me dire, OK, déjà, il me faut quand même moi, j'avais quand même une problématique qui était financière, de me dire, en fait, quand t'arrêtes une boîte, t'as pas de chômage. T'as quand même investi et perdu tout ton argent dans ta boîte. Parce que, évidemment, il y a des investisseurs qui perdent de l'argent, mais toi aussi. Tu pouvais pas repartir en mode projet un peu briquet de broc. Là, j'avais pas trop le choix de me dire, voilà, j'ai pas de quoi attendre 6 mois pour regarder ce que je peux faire. Voilà. Je me suis dit, si je rentre sur un projet entrepreneurial, il faut que j'ai un minima, un projet soit un peu plus mature, capable de verser un salaire, soit je sais pas, des conditions. Ouais, exactement. Et donc c'est vrai que toutes les conditions étaient un peu réunies avec le projet de Greg et surtout parce que ce projet-là il démarre avec une levée de fonds directe en fait, non? Ou avec il a financé une partie du démarrage de l'activité et si tu veux ça mêlait moi je me suis tout de suite retrouvée dans ce projet-là parce que j'avais développé vraiment une fibre très B2C avec Woomies, construction de communauté, marketing, com, et c'est vraiment ce que j'aimais, tu vois, dans ce côté, l'innovation, au-delà de l'innovation produite, tu vois, j'aime bien aussi le contact que tu peux avoir avec ta communauté, le fait de vraiment créer une histoire avec la marque, tu vois, avec une marque forte. Ouais. Et je trouvais que l'immobilier, déjà, j'ai toujours adoré l'immobilier, et mon père
voilà, j'ai baigné dedans aussi, donc je suis un peu infusée à ça. Et tu as mêlé le côté de l'investissement. Qui parle quand même beaucoup à tout le monde. Ouais, c'est de la pierre, et puis le côté investissement, tu vois, même chez Natixis, bon, on faisait des clubs deal immobilier, on faisait des choses. J'ai toujours aimé cette classe d'actifs, j'ai toujours aimé l'investissement. Et là, ça, en plus, il y a une innovation B2C, dans le sens où on est sur un marché hyper poussiéreux, entre guillemets, qui est l'immobilier, où finalement, les acteurs qui sont en place depuis toujours, personnellement, je me retrouve pas dans leur communication. Je trouve que c'est un peu chiant, c'est un peu institutionnel. T'as pas spécialement envie d'y aller, quoi. Tu vois, moi, j'ai pas envie de. Voilà, c'est pas pour cracher sur les plateformes traditionnelles, mais je trouve qu'il y a pas d'âme, tu vois, dans le. Non, tu vas pour le deal. J'y vais pour le deal, mais il y a pas d'âme, il y a pas de communauté en tant que telle, il y a pas de contenu. J'ai du mal à trouver du contenu de qualité et accessible, tu vois, sans que ça parle, sans que tu t'endormes devant des trucs instit. Bon, voilà, je vais pas cracher sur les instits, mais c'est des très bons professionnels, mais je trouve qu'ils ont du mal à communiquer de manière accessible. C'est très en entre-soi, tu vois, et le jargon technique, à un moment donné, et pas nécessaire, surtout sur de l'IMO, quoi. Ouais, surtout sur de l'IMO. Et je trouve que c'est dommage d'avoir accès à des bons produits d'investissement uniquement quand tu es en banque privée. Et donc, attends, là, pour ceux qui nous écoutent, quand même, pour qu'ils se rendent compte, Blox, à ce moment-là, ça fait TF1, ça fait toutes les chaînes de France, ça fait les grandes radios, ça fait la presse partout. Écoute, on a fait un très gros lancement, ouais. Il y a Mamadou Sakho qui rentre dans le tour. Enfin, c'est n'importe quoi, Blox, au lancement. Ouais, c'est un peu l'euphorie, c'est vrai. C'est un peu l'euphorie. Écoute, ça a été la force de Grégory. Qui est sorti aujourd'hui du projet, mais oui, il a mis une énergie très, voilà, il y a eu un truc qui s'est passé au début au niveau de l'équipe et une énergie assez folle. Effectivement, il a ramené Mamad avec nous, donc déjà ça a mis une flamme, tu vois, dans le truc. Ouais. Ça c'est évident. Oui, c'est aussi dangereux, tu vois, de partir trop dans les tours parfois parce que quand ta solution elle est pas extrêmement prête techniquement, ce qui s'est passé, parce que on a fait le JT, mais la plateforme le système de paiement a pété quoi le premier jour, donc on n'avait pas assez testé les trucs, tu vois, donc on a été très très vite. Hein. Faut savoir qu'on a lancé la boîte en moins de 8 mois, tu vois, on a eu 6 mois de réglementaire, product, enfin de création de la plateforme, etc. Donc on a lancé des activités réglementées par l'AMF, etc. Donc on l'a lancé en 6 mois, tu vois. Donc ce qui est très intense quand même. Et donc forcément tu vas vite. Quand tu vas vite, tu peux faire des erreurs aussi. Mais c'était génial. Des erreurs un peu à grande échelle, quoi. C'est ce que tu dis. Bah ouais. Après parce que c'est compliqué. Oui, parfois il faut être un peu humble. Tu te dis bon, je vais mettre un pied devant l'autre. Et tu construis à la lumière de ce que tu apprends de tes utilisateurs, voilà. Et évidemment là on était sur un sujet hyper innovant parce qu'on était sur des commerces. Donc moi ce que j'ai trouvé hyper intéressant dans le marketing du produit, c'est que tu es sur une classe d'actifs qui est l'immobilier commercial, donc des commerces en fait où tous les jours tu vas consommer. Tu peux donner des exemples du coup le commerce. Typiquement ta boulangerie de quartier. Ouais. Tu connais ton boulanger, tu y vas tous les jours, etc. Mais tu te dis pas, toi, en tant qu'utilisateur de la boulangerie, je peux investir dans les murs de la boulangerie et en fait, mon boulanger, il peut être mon locataire. Ouais, c'est ultra concret. Ouais, c'est hyper concret, mais tu penses pas. Et tu vois, c'est ça que j'ai trouvé génial dans ce projet de Blox. C'est que moi qui aime travailler le marketing et voilà, comment tu donnes envie à des gens et comment tu surprends aussi les gens avec un produit auquel ils ont pas accès. Parce que, en fait, clairement, l'immobilier commercial, c'est des investissements entre professionnels, tout le monde se connaît, c'est quand même un peu un petit monde, mais finalement les particuliers, toi tu te dis pas tiens je vais rentrer dans une agence et je vais demander si je peux acheter une boutique quoi. Et du coup ils créent un contenu sur des maraîchers, des restaurateurs. Mais j'ai trouvé ça génial, le contact avec le commerçant, parce que l'utilisateur qui est en fait le locataire, tu vois, te dire que tu peux investir à plusieurs. Voilà, le premier actif qu'on a financé sur Blox, c'était une trattoria dans le 18e arrondissement avec Luigi, un restaurateur qui est là depuis 20 ans. Et en fait, on a fait notre événement de lancement là-bas parce que c'est juste... C'est turc comme établissement. D'où la porte. Non mais ouais, non, c'est une bonne trattoria italienne. Okay. Hein, je recommande. Les pizzas sont excellentes. Comment ça s'appelle ? Ça s'appelle... attends, je vais avoir le nom. Chez Luigi. Non, chez Luigi,
Ah, bref, je retrouverai On le vous nom. on vous le mettra au montage. Le lien, ouais. Mais j'ai un trou de mémoire. Bref, donc on a fait ce lancement dans le 18e chez Luigi. Et si tu veux, il y avait des gens du quartier, évidemment. Bah, quand tu t'habites dans le quartier, tu as l'habitude d'aller consommer dans ta trattoria, etc. C'est évidemment plus palpable pour toi et plus sympa de te dire, je vais avoir un investissement qui me rapporte un rendement de 5-6%, en lequel... Et là, c'était, excuse-moi, première question un peu plus financière, mais là, c'était de l'obligataire ou c'était de l'equity? Ouais, de l'obligataire. Parce ou que... des fonds propres, hein, enfin, voilà. Ouais, alors pour on va essayer d'être synthétique, si tu veux, t'as pas 36 000 manières d'investir en fractionné. Soit t'es en indivision pour être vraiment, si tu veux être vraiment propriétaire d'un actif, mais en indivision si tu veux, avec 1000 personnes qui investissent 10 euros ou 50 euros. Ou, bon, il suffit de faire des share classes différentes. C'est compliqué, ouais. Non, c'est très compliqué, honnêtement. SCI, un peu compliqué, etc. Et en fait, il y avait ce modèle qui a été plutôt validé par l'AMF suite un peu au déboire du modèle royalties qui avait été d'abord poussé par BRICS. Et si tu veux, le modèle, en fait, c'est vraiment d'avoir une foncière qui détient les murs d'un actif et qui émet des obligations. Et ces obligations, on les indexe sur les revenus et sur la valeur de l'actif. C'est-à-dire que tu touches, toi, en tant qu'investisseur, tu as quasiment les mêmes droits, en fait, en tout cas, tu as les mêmes droits financiers qu'un propriétaire, puisque tous les flux de loyer et les flux de revente de l'actif sont reversés sur la masse obligataire, donc la masse d'investisseurs. T'investis à travers la foncière et elle te reverse après les dividendes des loyers. Ouais, exactement. Bah, sous forme d'intérêt. T'as des coupons, ouais. Exactement. T'as des coupons. Et nous, on a une plateforme qui automatise en fait le versement. Okay. Donc, t'as des coupons trimestriels et donc, en fait, en fonction de combien t'as investi au prorata, tu te dis, si j'ai investi 100 euros ou j'ai investi 2000 euros, t'es au prorata et les loyers sont répartis sur les différents investisseurs. Okay. Et l'idée, c'est qu'effectivement, tu as une obligation de durée, soit de 8, soit de 10 ans, donc quand même assez long. L'idée, c'était de créer de la liquidité en cours de route avec un marché secondaire, ce qu'on n'a pas fait, parce qu'on a arrêté, là, on a pivoté donc le modèle sur de l'equity avec Capi. Mais effectivement, c'est un bon modèle pour des investisseurs qui veulent du rendement régulier sur des actifs qui sont... pas trop risqué, quoi, parce que là, on était vraiment sur un cœur de cible commerce, centre-ville, où tu analyses à la fois la qualité du commerçant, des bilans, tu vois, on essayait de pas faire d'avoir un ou deux historiques à minimum. Chose un peu safe, quoi. Ouais, déjà, c'est sur du bail commercial. Ça se posait, du coup, c'est pourquoi Capi maintenant, pourquoi ça a évolué, parce qu'en fait, c'est pas un nouveau projet. Enfin, c'est une évolution, ouais. Et qu'est-ce qui fait le point de bascule, du coup, là, cette fois? Écoute, il y a eu, il y a plusieurs facteurs qui nous ont amenés à prendre cette décision du pivot. Je dirais que on voulait le faire. Bon, déjà, ça faisait un moment que moi, je voulais le faire en 2 temps. Initialement, relancer Blox, parce qu'on a eu une restructuration du capital suite au départ de Grégory, qui est intervenu en fin d'année dernière. Ouais. Tu vois, donc on a restructurer la société, faire entrer d'autres associés, dont Jérôme, etc. Tu vois, des gens de grande qualité, des business angels qui nous accompagnent, qui m'ont beaucoup aidé avec Olivier à remettre tout à plat. Ouais. Donc ça a été aussi un moment de raison où on s'est dit, ok, prenons un peu de recul sur le lancement du premier projet qu'on a dû rembourser, parce qu'on avait aussi cette interrogation par rapport au départ de Grégory sur comment c'est la vie de nos entrepreneurs aussi. Bien sûr, ouais. Et donc, on s'est dit, soyons prudents. Les investisseurs, c'est pas eux qui doivent en faire les frais. Donc, de toutes les manières, le projet a été remboursé. Personne n'a perdu d'argent, évidemment. Et donc, on s'est posé autour de la table. On s'est dit, ok, très bien. La stratégie d'investissement, elle est de proposer des actifs quali, donc des commerces, comme la trattoria, comme les boulangeries, etc., qu'on a pu voir sur le marché ces derniers mois. Mais évidemment, ce que veut l'investisseur, c'est du rendement. Et donc, est-ce que les conditions de marché sont assez bonnes aujourd'hui pour proposer un couple rendement qualité d'actifs suffisamment attractif pour aller chercher plusieurs milliers de personnes, parce qu'on a quand même 7000 personnes qui ont rejoint Blox.
tu vois, sur le lancement. Plus de 1000 qui ont investi dans le premier projet, avec des tickets moyens quand même assez faibles, hein. On avait un positionnement très, très grand public. Ouais. Et on s'est dit, OK, est-ce que tous les efforts que tu places, tu vois, dans l'acquisition, parce qu'on a été un peu malin dans l'acquisition, on n'a pas dépensé de budget faramineux d'acquisition, etc. Mais est-ce que tous les efforts que tu places pour aller grossir ta base d'utilisateurs, ta communauté, pour aller financer des petits montants, entre guillemets, parce qu'on en était quand même sur des montants de 500 000 euros par actif, tu vois, donc ce qui est pas énorme, mais il faut quand même beaucoup de monde pour le financer, tu vois, et donc en acquisition client, ça coûte de l'argent pour des petits tickets. Ouais. Et donc en fait, on a quand même, tu vois, c'était au mois de mars de cette année. Parce que faut comprendre que on n'achète pas des biens immobiliers comme ça, comme on achète du jambon au supermarché. Oui. C'est-à-dire j'imagine que c'est compliqué de sourcer, c'est ça que tu as évalué, en fait, non? Alors, on avait un bon sourcing. Donc, je dirais qu'on a quand même étudié plus de 200 dossiers, tu vois, qu'on a sur 2-3 mois. Ouais. Mais objectivement, non, on n'avait pas une qualité, suffisante. Enfin, malgré un bon sourcing, il n'y avait pas le produit, quoi. Ouais. Et à un moment donné, tu sais, il faut pas forcer, quoi. Tu te dis, bon, bah, si on trouve pas chaussure à notre pied, moi, j'ai pas envie de lancer un produit auquel je crois moyennement. Je dis pas, mais tu vois, si je crée pas une boîte pour vendre des produits dans lesquels je serais pas surexcitée d'investir, moi, tu vois. Genre vraiment, je me suis dit, si moi, je devais vraiment mettre mes billes dedans, c'est un truc, je pourrais le faire. Alors, parce que je sais. Dans quoi tu mettrais tes billes, toi? Bah là, justement, sur des projets, type marchand de Capi, tu vois. Okay, donc ça, c'est un vrai changement. Donc on passe d'un produit de distribution, sur un modèle obligataire. Ouais. Elle a donc Capi, la fameuse boîte turque, avec un... J'ai des bons potes turcs, mais c'est vrai, ils m'ont pas dit que ça s'appelait Capi. Du coup, c'est quoi le modèle de Capi pour bien comprendre? Et pourquoi un rebranding aussi? Désolé. Hein. Ouais, alors donc, il y a eu cette année... Aucune référence à la Turquie à partir de maintenant, c'est un engagement. À partir du moment où on s'est dit, OK, quitte à prendre du recul et à vraiment repenser le sujet, faisons-le. Moi, je déteste, je fais pas les choses à moitié. Donc, tu te dis, bon, bah, il y a une brand qui a été construite qui s'appelle Blocks, qui est associée au commerce de proximité. Voilà. Et à à Mamad. Enfin, il y a beaucoup de choses. Effectivement, on a fait beaucoup de médias. Donc, aujourd'hui, quand tu vas sur Google, tu tapes Blocks, tu vois, investissez à partir de 1 euro sur du commerce. C'est pas la même proposition de valeur, quoi. C'est pas du tout le même produit. C'est pas le même positionnement. Donc, tu vois, il y a pas de sens à te dire, je garde Blocks et j'étais très attachée quand même ça reste la même cible marque, quand même ou pas? Écoute, on reste sur des particuliers. Maintenant, évidemment, le ticket d'entrée est un peu plus important. Bon, on reste à 1 000 euros, mais c'est un club avec une adhésion annuelle. Donc l'idée, c'est pas de faire de la masse, c'est vraiment de privilégier la qualité. Okay. On a la chance aujourd'hui d'avoir, tu vois, parmi les top investisseurs professionnels du monde immobilier. Bah, t'as Michael Benabou qui est avec nous, le fondateur de VP, mais qui a aujourd'hui une grosse foncière. On a évidemment comme actif, par exemple, Michael Benabou, pour que les gens se rendent compte. Bah, il a une partie du centre commercial Beaubrenel, par exemple. Okay. Il a d'autres immeubles magnifiques dans Paris. Au moins, c'est parlant, on se rend compte, là. C'est costaud. J'ai évidemment, Olivier Gérard, que je connais que tu connais un peu, qui est mon associé, depuis le démarrage de Blocks, tu vois, qui est resté, évidemment, pour gérer la partie investissement et diriger notre stratégie d'investissement immobilière, puisque lui, il a été, pendant 30 ans, il a baigné dans le monde institutionnel, corporate, et il a été à la tête, tu vois, de grands groupes comme Cushman & Wakefield, comme CBRE, pour ceux qui connaissent un peu le monde de l'immobilier. C'est le top des institutions d'investissement immobilière. Donc, il a un gros réseau. Il connaît du monde il connaît très bien le produit. Il a monté un fonds, avec d'autres associés, mais spécialisé sur l'immobilier de luxe, etc., où ils ont levé plus de 50 millions, je crois, sur le premier fonds pour investir donc c'est son monde. Et quelque part, tu vois, les forces de notre réseau en interne de l'équipe étaient pas suffisamment bien exploitées sur une thématique produit comme le commerce, parce qu'en fait, si tu veux, on n'a pas de sourcing, même Olivier, le sourcing de commerce, etc. C'est moins. C'est à partir de 20 millions d'euros qu'il intervient, quoi. Voilà, c'est moins pertinent, si tu veux, le réseau qu'on avait. Et d'ailleurs, c'était moins aligné. Tu vois, on aurait pu lancer comme je te disais, des commerces, mais moi, ça m'intéresse pas j'ai toujours baigné dans un monde, où j'ai eu la chance de bosser avec des professionnels sérieux que ce soit en banque privée chez Natixis avec Pierre-Emmanuel
Ou après, dans le monde de l'immobilier, j'ai toujours eu la chance d'être accompagnée par des mentors comme Jérôme Chabin et des gens extrêmement, de très bonne qualité, etc. Moi, j'ai pas envie de faire un truc un peu moyen, donc je préfère faire moins mais mieux. Okay. Et c'est l'objectif avec Capi, tu vois. Du coup, Capi, Club Deal, c'est un peu les Club Deal que tu avais chez Natixis, mais ouvert à tout le monde, quoi. Exactement. Tu vois, c'est exactement les projets. Ce qui est assez fou d'ailleurs, c'est que, tu vois, chez Natixis, la partie IMO, les Club Deal qui sortaient donc, pour expliquer, un Club Deal, c'est un groupe, tu vois, un groupement d'investisseurs. Typiquement, chez Natixis, tu peux avoir une opération à 100 millions d'euros sur une acquisition d'un hôtel 5 étoiles, une très très grosse opération, et tu vas avoir une enveloppe de 20 millions d'euros allouée aux clients de la banque. Tu vois, et tu vas te dire, les gens très fortunés, ils peuvent mettre 1, 2, 5 millions d'euros et rentrer en co-investissement donc dans cette opération-là. Et les clients se battaient pour rentrer parce que, la qualité, évidemment, des opérateurs jouait beaucoup. La qualité de l'actif, c'est évidemment des opérations que tu peux pas faire seul. C'est des opérations de professionnels. Donc même dans une très grosse banque privée, il y a une notion de rareté, quoi. Ah complètement. C'est vraiment des produits où c'est tu quoi, te dis... Juste, parlons bien. C'est quoi les espérances de gain sur ces opérations, du coup? Alors, tu vois, nous, on est plutôt... Alors, les espérances de gain, effectivement, tu parles... C'est bien que tu le mentionnes parce que sur des opérations de marchands, c'est en général des durées de 3 à 5, 6 ans maximum. Et on parle en TRI, donc objectif donc rendement annualisé. On va être plutôt sur des cibles de TRI entre 10 et 15%, tu vois, en annualisé. Lucas, tu me feras penser à mettre des disclaimers sur les différents podcasts, parce que sinon on va avoir des problèmes. Hein, c'est tout à l'heure, on parlait de 35% de performance aussi. Non, alors c'est moins, mais c'est le private equity. Tu parlais du private equity, évidemment, mais la base en finance, c'est couple rendement risque. Bien sûr, mais déjà, un point très intéressant pour ceux qui vont écouter les 2 épisodes typiquement, c'est que tu viens de citer, c'est la durée d'investissement. Ouais. C'est-à-dire que sur du PE, c'est avant 10 ans, et vous l'avez dit Frédéric tout à l'heure, pour ceux qui écouteront les deux, il faut que j'arrête de faire le parallèle parce que on n'est pas dans le même espace-temps sur le podcast, mais c'est 10 ans, quoi. Ouais. Là, c'est 3-5 ans. Donc ça, c'est un énorme, le sous-jacent est pas, déjà, le sous-jacent est pas le même, mais là, effectivement, c'est des opérations d'achat-revente. Okay. Donc, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, nous, le but, c'est de travailler avec un réseau de marchands, de confiance. Genre, évidemment, la confiance n'exclut pas, le contrôle. Mais, c'est des gens qui font ça depuis plusieurs années, qui ont un historique de performance, qui ne préjuge pas des performances. T'inquiète, on mettra les à la fin, t'embête pas. Mais effectivement, on s'assure de travailler avec des gens qui déjà ont un sourcing en interne, filtrent les dossiers eux-mêmes, ont déjà des équipes immobilières en place et mettent aussi leur argent sur la table. Ouais. Moi, c'est ça qui me rassure quand tu me décris le truc, c'est je me dis pour le coup la promesse de dire j'investis avec Mickaël Benabou, ça c'est un truc qui me donnera envie d'y aller. Parce que je me dis que a priori, en fait, ont les équipes pour filtrer en fait. C'est ça que tu veux toujours. Ils ont un sourcing que tu n'auras jamais. Ouais. Tu vois, et ça c'est clair que toi, nous on a plusieurs canaux de sourcing qui sont effectivement certains de nos associés, d'autres, etc. Et de l'écosystème dans lequel on est. Et donc plusieurs sourcings qui sont des sourcings qui travaillent avec un réseau qui travaille eux-mêmes depuis des années. Et donc évidemment, si eux vont sur une opération, elle a été, c'est évidemment des trucs qui sont pas sur le marché, qui sont off market et sur lesquels ils vont eux-mêmes, qu'ils ont analysé par leurs équipes et qui financent. Donc, ils nous font une place à côté d'eux. Et le but, effectivement, c'est que nous, on co-investisse minoritaire. Donc, typiquement, une opération d'acquisition d'un hôtel à 10 millions d'euros, par exemple, à Paris. Donc là, cette fois-ci, on est bien actionnaire. On n'est plus un obligataire. On est actionnaire, okay, exactement. Alors, selon les structurations, il peut y avoir de l'obligation convertible, mais dans tous les cas, c'est de l'equity. Quasi-equity, comme on dit. Quasi-equity, exactement. Et donc, oui, le but, c'est d'avoir une prise de participation minoritaire aux côtés de professionnels qui le font déjà pour leur propre compte. Et pour ceux qui connaissent pas les investisseurs dont on parlait depuis tout à l'heure, comment est-ce qu'on peut se rendre compte, peut-être que vous avez pensé à des choses, du travail d'analyse qui est fait sur les dossiers, de la sélection, du sourcing? Est-ce que vous mettez à disposition, du coup, dans le club, des éléments, justement, qui vont nous permettre aussi même de progresser, tu vois, parce que quand on démarre dans l'immobilier, on connaît les prix au mètre carré. On pense qu'on va toujours faire une plus-value. Et puis après, on se confronte à l'immobilier, c'est comme les startups, et on apprend un peu plus de choses.
Bah ouais, c'est exactement. Alors le but avec Capi, c'est 3 choses, parce que je considère effectivement qu'à partir du moment où nous on s'engage aussi à 3 choses. C'est-à-dire que tu as un accès au deal immobilier, évidemment. On va pas en faire beaucoup, tu vois, par choix. Je te disais tout à l'heure, aujourd'hui, je veux pas être dans la course au deal pour prendre des frais et de toutes les manières. Donc, on s'engage à 5 deals sur la première année. Ok. C'est déjà bien. Qui est déjà bien, sur des enveloppes qui vont de 1 à 5 millions d'euros par deal, qu'on va proposer aux membres du club. Évidemment, il y a cette grosse thématique contenu, moi, qui me tient énormément à cœur, de qualité, parce que Olivier, c'est une encyclopédie. Et je trouve qu'il y a beaucoup de formations parfois qui sont faites par des gens qui font uniquement de la formation et pas forcément de l'investissement ou et qui sont pas très légitimes à ça, tu vois. Et je trouve que c'est important d'avoir accès à du contenu de qualité, ce qu'on fait via le podcast de manière grand public, mais qu'on va aussi mettre en place pour les membres du club, avec une formation sur l'investissement immobilier pour apprendre. Et évidemment. Sur chaque deal, du coup, tu auras une explication du deal, peut-être complètement. Un BP, alors sur la partie détail. J'ai pas vu la plateforme moi, encore. Elle est pas live encore. C'est pour ça. On vient de lancer. Est-ce que tu peux nous révéler des petites choses du coup? Non, quand t'es membre, évidemment, t'as ton espace membre. Et chaque deal qu'on présente, il y a un live vidéo qui est organisé, un détail, une analyse d'Olivier qui détaille les avantages, etc. Et les risques, enfin toute notre analyse du deal en question, avec une interview éventuellement aussi ou une intervention en live du marchand qui porte l'opération. Moi, je veux vraiment que ce soit extrêmement transparent. Et on sait où on met les pieds, on explique de manière très pédagogue les pourquoi du comment, les calculs évidemment de business plan. Donc il y a cette partie de due diligence, tu vois, qu'on fait d'analyse qui est assez forte et qui est extrêmement transparente parce que de toutes les manières, on opère sous le régime, tu vois, d'offres publiques de titres financiers. Donc tu vois, t'envoies un document à l'AMF. Donc, ce qui est un document d'information synthétique où tu as tout le détail, même de l'actionnariat, du SPV, enfin, tu as des règles de gouvernance, etc. Donc, tout le juridique. Et, le SPV, c'est le véhicule dans lequel on co-investit, c'est ça. Ouais, exactement. Et évidemment, la troisième partie, pour boucler sur Capi, c'est la partie événementielle et rencontres. Parce que, évidemment, quand tu crées un club, pour moi, ça va de soi. Que tu crées un club pour que les gens se rencontrent, créent des opportunités et que je trouve que dans ce monde immobilier, parfois, c'est pas très simple de développer ton réseau, de rencontrer d'autres investisseurs et j'ai vraiment envie, avec Olivier, tu vois, de créer vraiment cette cohésion de groupe avec des événements tous les trimestres où les gens peuvent se rencontrer, on parle immo, toi tu le fais beaucoup aussi avec Colbert et je trouve que le côté humain, en fait, bien sûr que t'as une plateforme qui est automatisée, plein de choses super, des groupes de discussion privés en ligne, mais il y a rien de mieux finalement. Non, je pense que le digital justement doit permettre de récupérer le temps qu'on avait plus pour se voir, tu vois. Exactement. Donc ça, je pense que c'est. Mais voilà, et c'est l'expérience, tu vois. Nous, et du coup, j'imagine que dans ces événements, on aura l'occasion de rencontrer toutes les personnes que tu cites depuis tout à l'heure, donc le gérant. Ouais. On va avoir un invité d'honneur à chaque event, et effectivement, on a des gens assez quali. Et puis c'est le but quoi. Enfin justement de créer ce lien entre les pros de l'IMO qui ont tendance à rester un peu chez eux entre eux et des gens qui ont envie de se former, de rencontrer un réseau de qualité quoi. Et donc quelles sont les conditions d'accès maintenant? Donc tu t'as dit à partir de 1 000 euros. Donc si j'ai 1 000 euros à investir, je rentre sur la plateforme, comment ça se passe? Alors tu as une adhésion annuelle, donc ce que je te disais, le ticket d'entrée c'est 1 000 euros. Mais attends, l'adhésion annuelle, faut la payer avant le ticket d'entrée ou comment ça marche? Ouais, en fait c'est un club donc sur abonnement. Donc t'as un abonnement qui te permet que tu règles, qui te donne droit sur le premier niveau à investir jusqu'à 50 000 euros par an. Et qui te donne droit aussi à d'autres avantages, type formation, exactement, les événements. Donc, il y a tout un tas de services aussi qu'on met en place pour accompagner nos membres. Un deuxième niveau qui est à 2005 par an, qui te permet d'investir uncap, donc sans plafond. Donc, je peux prendre, si je suis dans le deuxième niveau, je peux prendre avec des bons de priorité sur les deals, etc. Et je peux pas prendre tout le deal.
Tu peux pas prendre tout le deal a priori, non. Non, ok. Non, a priori, Ok. si t'as envie de mettre 5 millions d'euros sur la table, tu peux, mais J'ai peut-être envie. Est-ce que je Écoute, peux, c'est autre chose. non, mais... écoute, non. Non, c'est juste pour comprendre le principe. Ouais, Je prends la des mécanique. exemples caricaturaux. Et évidemment, après, il y a des choses un peu sur mesure qu'on va animer pour des corporates. Moi, je suis lent à attendre, mais donc c'est 1 000 euros l'abonnement 1, 2005 l'abonnement 2, Ouais. abonnement 1, 1 000 euros, je peux investir jusqu'à 50 000 et j'ai accès à tout le contenu et toute la suite de produits. Abonnement 2, 2005, et là, j'ai accès à plus de choses. Plus de choses. Ouais. Ok, il y a un peu de teasing. Mais Ok. je me demandais du coup, Tout est en parce que ligne, hein, tu peux tu regarder. parlais de la trattoria, la petite boulangerie, mais là on est plus sur la même typologie La de... Pulcinella, tiens, La Ah, Pulcinella. je vous invite à aller voir la Pulcinella dans le 18e, j'en ai Je vais retrouvé. Ce que tu parlais du coup de moins d'investisseurs, moins de biens aussi à l'année. Ouais. Est-ce que du coup on reste sur la même typologie de biens immobiliers avec encore la petite trattoria et la boulangerie? Non, pas du tout. Là, c'est ce que je te disais. Effectivement, on est sur un changement de positionnement de produit aussi. Tu vois, là, l'idée, c'est vraiment de proposer des gammes de produits très diversifiées. Donc, on va faire aujourd'hui des deals qui sont plus gros sur des classes d'actifs différentes. On peut très bien aller sur une acquisition d'un immeuble entier ou d'un hôtel. On peut aller sur des appartements, tu vois, mais du moment qu'en fait, c'est des opérations, ce qu'on appelle d'achat-revente, donc sur 5 ans ou 3 ans, où on va avoir un actif à retravailler, donc avec une création de valeur dessus. On va dire un appartement qu'on achète en dessous du prix du marché, qu'on va retravailler, on va faire des travaux. Un exemple précis des premiers deals qui vont être sur la plateforme? Là, je peux pas le dévoiler aujourd'hui. Rien du tout, même pas la classe d'actifs, rien. Là, on est sur immeuble entier Okay. à Paris, très premium dans un très bel emplacement, un hôtel dans le 14e près des Jardins de Luxembourg, Ok. ou des Donc, appartements. Deux deals dès le départ. Non, on est en train de choisir, mais Ok. je peux pas en dire plus pour le moment. Okay. Et ça sera un des investisseurs que tu as cité? Non, ce sont Ok. des partenaires, mais très proches de. Oui, ça reste dans le même Calibre. voilà, Ok. exactement. Bon, et question qui fâche, du coup, on a compris qu'il fallait payer un abonnement. Ça fait mal déjà. Est-ce que il y a des frais en plus à payer ou pas? Alors, tu as des frais de structuration, un peu comme tout le monde. Enfin, aujourd'hui, on est sur des standards marchés. Hein. Okay. Quand tu fais un club deal aujourd'hui, le standard, il est plutôt autour de 5%, 5-6%. Nous, on est sur un frais de structuration, puisqu'il faut qu'on crée, pour chaque opération, on structure, on analyse le deal, etc. Donc, évidemment, il y a des frais qui sont associés à ça, la création juridique et technique aussi, la gestion technique. Donc, nous, on est à 5% de frais de structuration du SPV, donc du véhicule, quand tu prends le premier niveau, et 4% quand tu es sur le pack, le second pack. Niveau. Ouais, exactement. Ok, clair. Est-ce qu'il y a des frais de gestion en plus? Des frais, Non, des frais de performance? Non, on rajoute pas de frais de gestion à l'année sur Capi, en tout cas. Il y a une commission de surperformance, donc ce qu'on appelle de carried interest, si on surperforme uniquement l'objectif qu'on affiche. C'est quoi le hurdle? Donc l'idée, c'est vraiment d'aligner les intérêts. Et c'est quoi le hurdle? On est à 20%. Ah bon, ça... Ouais, on va pas apprendre. Bon. Non, le but c'est vraiment d'aligner les intérêts, tu vois, pour nous de faire des bons deals, évidemment. Vous, du coup, Capi qui prenait ce caride ou c'est le partenaire? Non, c'est nous. Ok, c'est nous. Ouais. Okay. Capi, ouais. Clair. Bon, et si jamais on devait parler d'un partenariat avec Colbert, quel serait l'intérêt pour nos membres et utilisateurs d'investir dans Capi? Qu'est-ce que tu peux faire pour eux? Ah bah, on en a déjà parlé, mais effectivement, le but, c'est... On l'a pas officialisé, en tout cas. On l'a pas officialisé, mais je crois que c'est le moment. Non, c'est le moment. Écoute, nous, le but, c'est de vous donner accès au deal. Et effectivement, de faire la passerelle, puisque toi, tu proposes des très bonnes gammes de produits, mais pas d'immobilier encore à tes clients. Donc, effectivement, nous, le but, c'est de faire la passerelle et de leur proposer en priorité des enveloppes. Donc, on va vous réserver des enveloppes sur chaque deal et vous offrir le passage sur le club, en tout cas sur la partie investissement pour tes clients. Ok, bah, très cool. Tout le monde va pouvoir découvrir ça. Est-ce que Lucas, tu avais d'autres questions pour conclure? Non, c'est bon, on a fait le tour, c'était très clair. Ouais. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. Top. Et à bientôt du coup sur Colbert ou sur Capi Club. À bientôt. Au revoir.